Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un moment que j'ai fait un webinaire, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Confirmez-moi dans le chat que ça fonctionne bien. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés avant le début. Là, on est déjà plus d'une centaine, je vois plus de 120 personnes. C'est super. Confirmez-moi que ça marche là, pour pas que je parle dans le vide trop longtemps. Et puis, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent en rediffusion. Ça fait plaisir de vous avoir, même si vous ne pouviez pas être là aujourd'hui. Je comprends ça. On est occupés. J'ai reçu plein de messages de gens qui disaient qu'ils allaient nous écouter en rediffusion. Je vais bientôt commencer sans plus tarder. Je vois qu'on est vraiment beaucoup. Le but, c'est que le webinaire soit vraiment straight to the point. On ne perdra pas notre temps. Ça devrait durer à peu près une trentaine de minutes. Puis je vais garder du temps après pour les questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit les garder pour la fin, soit les écrire dans le chat, puis je vais essayer de les retrouver quand je vais répondre à tout le monde. Mais ça va être un peu plus facile comme ça. Puis comme ça, les gens qui ont un peu moins de temps vont pouvoir avoir tout le contenu d'un coup. Bon, parfait. Je vois que ça fonctionne. On est presque 150. C'est vraiment cool. C'est un sujet qui a vraiment suscité beaucoup d'intérêt. Je l'avoue, qui est un petit peu clickbait, là. C'est rare qu'on fait ça, mais là... on avait un angle vraiment important pour la publicité, puis surtout Meta, qui se passe en 2025. Donc, bienvenue dans ce webinaire. La mort de la publicité arrive en 2025. Comment y échapper et utiliser Meta pour multiplier tes ventes. N'hésitez pas dans le chat à me dire si vous faites déjà de la publicité sur Facebook, sur Instagram. Puis potentiellement, si ça marche ou si vous venez de commencer ou si ça ne marche pas, si vous avez essayé, je serais curieux d'avoir un peu de feedback de tout le monde. Et puis oui, vous allez avoir accès à l'enregistrement après sans problème. Cool! Je vais commencer, pendant que vous me dites ça dans le chat, je vais commencer avec... avant de parler de mort, puis d'être un peu pessimiste, je commence avec un peu la source de la publicité sur Facebook. Pourquoi on parle encore, puis on parle tant que ça de publicité sur Facebook? Pourquoi c'est si important, tandis qu'il existe plein d'autres façons d'aller chercher de la clientèle pour une entreprise, que ce soit maintenant ou que ce soit dans le passé? Il y a deux raisons pour lesquelles la publicité sur Meta, c'est aussi puissant. Premièrement, parce que Meta, donc Facebook et Instagram principalement, a un bassin d'utilisatrices et d'utilisateurs énorme comparé à pratiquement n'importe où ailleurs. Ce qui fait en sorte qu'on peut rejoindre vraiment beaucoup de personnes à un coût qui est très, très bas. Il y a tellement de personnes et moins d'annonceurs, on va dire, ce qui fait en sorte que si je veux rejoindre 1000 personnes, ça va me coûter vraiment moins cher que si j'utilisais d'autres canaux. Puis quand je parle de vraiment moins cher, si je compare ça à des médias web, c'est parfois 2 fois, 5 fois, 10 fois moins cher d'utiliser la publicité sur Facebook que d'aller sur d'autres plateformes. Je pense notamment à des médias locaux comme la presse où c'est possible de rejoindre les gens en utilisant leur système publicitaire, mais ça va coûter beaucoup plus cher. La publicité sur LinkedIn, c'est pareil et ainsi de suite. Donc, des coûts vraiment plus bas, ça fait que pour le même budget, je peux rejoindre 10 fois plus de personnes qu'ailleurs. Ça fait une grosse différence pour pratiquement n'importe quelle entreprise. En deuxième point, Meta a beaucoup d'informations sur le bassin d'utilisatrices et d'utilisateurs, ce qui fait en sorte qu'on peut cibler très précisément selon le comportement des gens sur les plateformes, selon le comportement des gens sur différents sites web. On le sait, Facebook, Meta, c'est pas la place qui a jamais eu de problème non plus dans la vie privée. Il y a beaucoup d'infos, ça permet de cibler assez précisément. Ça, c'est comme les deux points positifs, ou en tout cas les points utiles sources qui font en sorte que la publicité sur Facebook, c'est aussi fort. Mais là, donne-moi une petite seconde, voilà. Mais là, dans les dernières années, il s'est passé deux choses par rapport à ces grands points, ces grands atouts. Premièrement, je disais qu'il y avait un grand bassin, que ça coûtait pas cher, mais là, ce qui se passe, c'est que les coûts de publicité augmentent. Chez nos clients, dans nos campagnes de vente, type boutique en ligne, vente directe de services, de produits, tout ça, on voit une augmentation de 28,75% des coûts en 2023 et 2024. Ça veut dire que pour le même budget publicitaire, on irait rejoindre moins de personnes juste parce qu'il y a plus de compétition. Les coûts publicitaires augmentent et ça fait que on va rejoindre de moins en moins de personnes. C'est ça qui se passe dans les dernières années. Puis, il y a peut-être eu 2020 avec la COVID que ça a un peu déstabilisé cette augmentation-là. Mais grosso modo, année après année, les coûts augmentent et ça devient de plus en plus cher faire de la pub. Est-ce que ça reste moins cher qu'ailleurs? Oui, mais ça monte quand même, donc ça devient plus difficile. Et en plus,
La protection de la vie privée s'améliore. À mon avis, c'est un point positif. Je pense que chaque individu mérite d'avoir le contrôle sur quelles données vont être transmises, quelles données vont être utilisées pour les pubs et tout ça. Mais côté performance publicitaire, ce que ça veut dire quand même, c'est que là où avant Facebook avait plein de données un peu extrêmement précises sur les gens et tout ça, par plein de sources différentes, ben aujourd'hui, avec la loi 25, avec le RGPD, avec iOS 14, qui date un petit peu plus maintenant, ben, l'algorithme pour aller chercher des bons résultats puis afficher les bonnes pubs aux bonnes personnes doit se baser sur de moins en moins de données. Doit, dans le fond, être meilleur, faire plus avec moins. Donc, je disais, l'algorithme doit faire plus, aller chercher des meilleurs résultats avec moins de données et moins de diffusion, parce que les coûts sont plus élevés. C'est comme si, là, dans les mains de Facebook, c'était « vas-y, amène-moi des bons résultats », parce que si Facebook n'arrive pas à t'amener des bons résultats, ben, tu vas arrêter de faire de la pub, les entreprises vont arrêter de faire de la pub, puis ça va arrêter de générer des revenus pour la plateforme. Donc, l'algorithme a comme ce défi-là, presque impossible. Fais-moi plus de résultats en m'affichant moins, avec des coûts plus élevés, et avec moins de données sur les utilisatrices et sur les utilisateurs. L'affaire, c'est que l'algorithme a réussi. Et les ingénieurs de Facebook, on s'entend, l'algorithme, c'est pas une personne, ont réussi à faire évoluer l'algorithme en ce sens-là. En ce moment, ce qui se passe en 2024, ce qui va continuer de se passer en 2025, c'est que l'algorithme publicitaire de Meta devient meilleur pour aller chercher des résultats, et c'est un problème. Donc, dans ce webinaire, je vais parler de trois grands points. Premièrement, pourquoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que c'est autant alarmant que l'algorithme devient meilleur? Parce qu'on pourrait se dire, c'est bon pour moi, pourquoi ça devrait être un problème? Je vais présenter 4 campagnes pour compenser l'effet négatif de l'algorithme. On va voir que l'effet négatif qui est en train de se passer, ça se compense. C'est juste qu'il faut prendre action, il ne faut pas juste le laisser aller. Et l'ajustement de budget qu'il faut faire dans sa stratégie publicitaire en 2025. Comment réorganiser son budget pour que les impacts négatifs de l'algorithme ne viennent pas impacter pour vrai ton entreprise. Puis c'est quelque chose qu'on met en place avec tous nos clients. Aujourd'hui, on force nos nouveaux clients à faire ça, puis on est en train de pousser tous nos clients actuels à faire cette réorganisation-là que je vais vous présenter. Donc voilà. Si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Charles Davignon. Sans surprise, c'est moi à droite sur la photo, là, si vous l'avez dans le même sens que moi. Sur cette photo-là, c'est l'équipe d'Antilope, qui est une agence de publicité en ligne que j'ai fondée il y a maintenant presque 6 ans, quelque chose comme ça. Et on venait de faire des bougies sur cette photo-là. Ça n'a pas vraiment rapport. On aime ça se réunir pour faire des activités ensemble. On fait de la publicité en ligne principalement pour des e-commerce, des boutiques en ligne, des infopreneurs qui vont vendre plus de la formation et des entreprises de services, même du brick and mortar, là, des franchises et tout ça. Je pense à Botanix notamment, là, qui est dans la petite liste qu'on a mis là. On fait de la publicité en ligne, on en fait depuis 2018 en fait, puis moi j'en fais à mon compte depuis avant ça. Donc on a vu l'évolution des coûts, de la compétition, de la difficulté. Oui, c'est vrai que faire de la publicité en 2018, ça demandait pas grand-chose. Ça demandait une pub correcte avec un ciblage correct. Puis c'était assez pour amener des résultats tellement ça coûtait pas cher, puis c'était facile. Ben, les bougies, c'est pas notre spécialité. Notre spécialité, c'est la pub. Puis je vous ai sorti plein de stats puis d'exemples de publicité pour justifier un peu ce que je m'apprête à vous présenter. Premièrement, regardons ensemble pourquoi est-ce que l'amélioration de l'algorithme, c'est une mauvaise nouvelle. Et pourquoi il faut s'en inquiéter, puis pourquoi je suis allé jusqu'à être clickbait puis annoncer la mort de la publicité. Petit recap, là, ce que je viens d'expliquer, c'est que l'algorithme est devenu drastiquement meilleur pour identifier les acheteurs et les acheteuses potentielles et se concentrer sur ces personnes-là. Malgré la compétition qui augmente, malgré les données qui sont rendues un peu plus protégées, ce qui est une bonne chose, l'algorithme est capable et est devenu meilleur pour identifier les bonnes personnes pour générer des ventes ou même des leads. Ça s'applique aussi si vous faites de la génération de leads d'ailleurs. Je prends 2 exemples. Un exemple de données en 2023 puis l'exemple en 2024 de l'impact de cette amélioration-là d'algorithme. Si en 2023, je mets 1 000 $ en publicité, scénario hypothétique, ça pourrait me générer 10 ventes avec un retour sur investissement de x3, par exemple. C'est juste un exemple type d'entreprise. C'est le genre de résultat qu'on peut voir chez beaucoup de nos clients. Je pourrais aller chercher ces ventes-là avec, par exemple, 20 000 impressions. Donc, mes publicités se sont affichées 20 000 fois auprès de 10 000 personnes, une portée de 10 000. Ça veut dire qu'en moyenne, mes publicités se sont affichées à peu près 2 fois par personne. Ça m'a généré 10 ventes.
super, parfait. C'est ce que j'aurais pu avoir, par exemple, en 2023. L'algorithme s'améliore, comme j'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire l'année d'après? Qu'est-ce que ça veut dire en 2024? Puis ça, c'est basé sur nos données réelles de changement de stats. Qu'est-ce qu'on voit en 2024? C'est qu'on a vu que pour le même investissement, on allait générer à peu près les mêmes résultats. Malgré la compétition qui augmente, malgré les coûts qui augmentent. Les coûts ont augmenté, là, je l'ai montré tantôt, de presque 30% d'une année après l'autre. J'aurais les mêmes 10 ventes avec le même retour sur investissement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 15% d'impressions en moins et 35% de portée en moins. Pour obtenir les mêmes ventes, pour à peu près le même client, la même industrie, et le même retour sur investissement, ça ne m'a rien coûté de plus, mais j'ai rejoint 15% de personnes, 15% d'affichage de publicité en moins. Je suis passé de 20 000 affichages de pub à 17 000, et je suis passé d'une portée de 10 000 à 6 400. Donc, pour les mêmes 10 ventes, au lieu de rejoindre 10 000 personnes, j'ai eu à rejoindre seulement 6 400 personnes. Puis là, c'est un exemple hypothétique sur un investissement de 1 000 hypothétique, mais ce moins 15%-là puis ce moins 35%-là, on l'a vu chez nos clients en moyenne. Ça veut dire que pour certaines industries, c'est un peu plus, pour d'autres, c'est un peu moins, évidemment. Mais là, pour les campagnes de vente, on voit qu'il y a une grosse baisse de visibilité pour le même nombre de ventes. Ça, c'est un exemple sur 1 000 $, mais nos clients vont investir plusieurs milliers de dollars par mois, plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois sur toute l'année. Donc, on voit cette baisse-là au complet sur l'année. Puis oui, il y a certains moments que ça vend plus, d'autres que ça vend moins, mais le principe est là quand même. Donc, pour résumer, moins de personnes voient les publicités, mais elles les voient plus souvent, la répétition a augmenté, et convertissent à un meilleur taux qu'avant. Il y a moins de gens qui voient mes pubs, mais il y en a plus qui achètent par rapport au ratio des personnes qui les voient. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que, au final, pour le même budget, j'ai généré les mêmes résultats. Mes clients ont eu quand même, nos clients d'agence ont eu des super bons résultats. Pourquoi est-ce que c'est un problème? On pourrait regarder ça puis se dire, OK, l'algorithme est devenu meilleur, puis ça change quoi, finalement? En fait, c'est un problème parce que les personnes qui ne cliquent pas sur les publicités sont aussi importantes que celles qui cliquent. Quand on regarde la publicité, on a tendance souvent à penser que ce qu'on veut avoir, c'est le plus haut taux de clic possible. On veut que les gens cliquent, on veut que les gens ensuite interagissent sur notre site, puis on se concentre beaucoup sur nos cliqueurs, entre guillemets, les gens qui cliquent sur nos pubs puis qui vont ensuite convertir. C'est vrai que c'est important. On veut des publicités qui génèrent beaucoup de clics. On veut qu'une fois les gens ont cliqué, ils arrivent sur notre site, ça convertisse bien, les gens aient une bonne expérience, tout ça. Mais on oublie que en grande moyenne, il y a 95, 96, 97% des gens qui voient nos pubs et qui ne cliqueront pas en voyant la pub. Et ces gens-là, qui représentent des dizaines ou des centaines de milliers de personnes chaque mois, chaque année, elles sont importantes parce que c'est des gens dans ta clientèle cible, dans ton audience cible, qui vont avoir éventuellement besoin de ton entreprise et qui ne vont pas cliquer maintenant parce qu'ils n'en ont peut-être pas besoin tout de suite, mais qui vont passer à l'action à moyen terme. Au moins pour une partie d'entre eux. Donc, le changement que je viens de montrer là, les impressions qui diminuent, la portée qui diminue, qu'est-ce que ça fait comme conséquence? Ça ne vient pas baisser mes ventes de ma publicité. On l'a vu de 2023 à 2024, j'ai gardé à peu près les mêmes ventes de mes pubs. Mais mes ventes totales, elles, ça, c'est pas pareil. La baisse de ma visibilité indirecte, ça me donne moins de résultats organiques. Ça me donne moins de gens qui pensent à ma marque et donc moins de gens qui vont tranquillement venir acheter sans même avoir à avoir des publicités, juste en recherchant mon entreprise sur Google, juste qu'ils vont penser à moi comme ça parce que je suis top of mind, parce que je fais de la notoriété indirecte. Donc moins de résultats organiques et plus de dépendance aux campagnes à court terme. Si j'ai moins de ventes indirectes comme ça, de gens qui voient mes pubs, qui n'achètent pas tout de suite puis qui reviennent un peu plus tard pour acheter, je me deviens de plus en plus dépendant à générer mes ventes aujourd'hui avec mes pubs de vente aujourd'hui. Je deviens dans un loop encore plus court terme, puis si ça ne marche plus, si Facebook plante, si j'ai un changement de ciblage accidentel une journée puis que ça influence mes campagnes, je viens de perdre pratiquement tous mes revenus d'un coup parce que je deviens ultra dépendant à ça, à ce court terme-là. Et donc, au total, sur ma rentabilité générale de mon entreprise, ça devient de plus en plus difficile parce que toutes mes ventes doivent venir de ces publicités-là de vente directe et toute la notoriété qui se générait à côté est en train de s'effriter puis on est en train de la perdre. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire pour compenser ça? Je le vois dans le chat. Il y a Shanna qui dit « Ce qui veut dire que nous devrons compenser avec des campagnes que de notoriété. » Tu t'en vas dans la bonne direction. Tout à fait. Donc, il y a 4 campagnes qu'on peut mettre en place puis qu'on met en place chez nos clients pour compenser cet effet-là négatif de l'algorithme. Je reviens sur les ventes indirectes qui s'effritent, là. Une façon de le voir, c'est quand on regarde notre marché. Quand tu regardes ton marché, tu as ton marché total, qui est toutes les personnes qui, de près ou de loin, vont avoir un jour besoin de ton produit ou ton service. C'est le marché total ou le Total Addressable Market. C'est des gens qui vont peut-être pas acheter tout de suite, mais qui pourraient avoir besoin de ton produit ou ton service. Par exemple, si tu vends des couches lavables pour les bébés, bien, théoriquement, ton marché total, c'est tous les parents qui, de près ou de loin, pourraient un jour avoir besoin de couches lavables. On pourrait ici argumenter, est-ce que c'est que les parents qui ont une orientation écologique? On s'entend, ce n'est pas tous les parents qui vont acheter le produit au final et tout ça, mais ça reste que la majorité des parents font partie de ta clientèle cible. Mais ce n'est pas toutes ces personnes-là, tous ces millions de parents-là qui vont acheter tout de suite. Pourquoi? Parce que ceux qui vont acheter tout de suite, c'est le marché adressable ou le Serviceable Available Market. C'est les gens qui vont s'intéresser à ton produit ou ton service ou vont en avoir besoin à court terme. C'est dans cet exemple-ci des parents qui peut-être ont déjà entendu parler de couches lavables puis vont se dire « OK, ça m'intéresse, j'ai le goût d'essayer ça ou en ont déjà puis sont en train de magasiner une nouvelle marque parce que peut-être la marque qu'ils ont achetée les ont déçus puis cherchent une alternative. » C'est quand on fait de la publicité à court terme, donc de la publicité de vente, c'est ce marché-là, le SAM, le marché adressable, qu'on va chercher. C'est des gens qui sont déjà prêts à acheter, mais qui ne le savent peut-être pas, mais qu'il suffit de voir le bon produit ou le bon service pour faire comme « Hey, c'est ça que j'avais besoin, puis ça me prend peut-être une semaine pour acheter. » C'est pas très long, c'est des ventes un peu plus à court terme. Le marché total, c'est ce marché-là qui est influencé par la notoriété. C'est des gens qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite, puis que même si je leur montre 1000 fois mon produit cette semaine, ils n'achèteront pas, ça ne les intéresse pas tout de suite, mais ils sont dans ma clientèle cible. Et c'est ça que fait l'impact de notoriété autour de mes pubs de vente qui arrivent de moins en moins puis qui s'effritent. C'est d'aller chercher ces gens-là, puis juste leur montrer, de faire comme « Hey, voici un produit pour qui tu es dans la clientèle cible, mais qui ne t'intéresse pas pour tout de suite. Mais voici pourquoi c'est intéressant. Voici d'autres, dans le cas de mes couches, voici d'autres parents qui ont partagé leur expérience, ainsi de suite. » Donc, ce qui se passe en ce moment avec l'algorithme qui change, c'est qu'on continue d'aller chercher le... Même, je pense que je peux mettre un petit pointeur laser. Wow! On continue d'aller chercher le marché adressable, mais l'impact qu'on a sur notre marché total, qu'on prenait par la main tranquillement comme ça, puis qu'on faisait découvrir notre entreprise, réduit. Donc, nos nouvelles campagnes, les campagnes qu'on va créer en parallèle de nos pubs de vente, doivent aller chercher ce marché total qui n'est pas nécessairement prêt à acheter tout de suite. Donc, des publicités qui ne sont pas pour vendre directement. Je propose 4 types de campagnes pour faire ça. Concrètement, ce qu'on va aller chercher, c'est ce qu'on pourrait mettre sous le grand parapluie de la notoriété. On veut faire en sorte que des gens découvrent notre marque, commence à engager puis créer un lien de confiance avec elle, même si elle n'en a pas besoin tout de suite. Ça se fait pas juste par des publicités de notoriété. Là. Je sais pas vous, mais moi, quand je pense à des pubs de notoriété, je pense à des slogans à la télé qui reviennent un peu trop souvent. Quoique, en disant ça, je pense à des slogans déjà, genre le clan Panton puis ces choses-là. Mais, au final, c'est un peu ça qu'on s'imagine quand on pense à des pubs de notoriété. Là, un slogan sur le bord de l'autoroute ou un jingle à la radio qui revient, puis que là, quand on a besoin de ce truc-là, on l'entend dans notre tête parce qu'il n'est pas encore parti. C'est un peu une caricature de ce qui est de la notoriété. En fait, de la notoriété, c'est n'importe quel premier lien de contact avec quelqu'un dans ta clientèle cible pour lui faire prendre conscience que ta marque existe, comment elle se différencie, puis tranquillement développer un lien de confiance pour dire, ben oui, c'est une vraie marque, oui, c'est une marque qui rejoint mes valeurs, oui, c'est une marque qui a un produit peut-être qui m'intéresse, et ainsi de suite. Puis quand je dis marque, c'est tant une marque d'entreprise corporative que d'une marque personnelle pour quelqu'un qui vend ses services, c'est la même chose. Puis ben, le jour où la personne va développer son besoin et va se rendre compte que ça devient prioritaire pour elle ou pour lui, la personne va penser à vous. Donc, 4 façons de le mettre en place. Premièrement, avec un lead magnet pour non-acheteurs. Ici, on ne parle vraiment pas d'un slogan sur le bord de l'autoroute ou de publicité un peu large. On parle d'un lead magnet quand même. C'est une gratuité, un cadeau gratuit qu'on va offrir en échange que les gens s'inscrivent à notre liste mail. Ici, c'est important. Je m'adresse surtout aux boutiques en ligne. Quand on pense à un lead magnet pour faire grossir ma liste email, le premier truc que les boutiques en ligne vont mettre en place, c'est inscris-toi à notre liste email pour obtenir 10% de rabais. C'est quoi l'erreur ici?
Le 10% de rabais n'est pas un problème. Le problème, c'est que ça s'adresse à mon marché qui est déjà prêt à acheter. Les gens qui vont s'inscrire pour le 10% de rabais, c'est des gens qui sont déjà prêts à acheter puis qui vont acheter cette semaine parce que ils veulent le rabais. T'sais. Donc, quand je parle de lead magnet pour non-acheteurs, ça va être du contenu gratuit de haute qualité pour ma clientèle cible, mais qui n'est pas un rabais parce que les gens qui veulent des rabais, ils veulent acheter de toute façon. Donc, je pense à un guide, un atelier, un quiz, une checklist, un challenge. Il y a plein de choses qui sont possibles. Si jamais vous voulez de l'inspiration pour des lead magnets, sur notre blog, on a sorti, je pense, 25 types de lead magnets possibles. Il y a vraiment une tonne de choses qui existent pour aller chercher, créer un lien de confiance. L'idée, c'est de partager ton expertise de ton domaine. Des fois, c'est des domaines plus techniques, ça peut être des guides de maintenance, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui existent, mais ça va être intéressant. J'ai 3 exemples de publicité de lead magnet qui sont exactement ça. Donc, des cadeaux gratuits, du contenu gratuit qui va être offert en échange d'une inscription puis qui ne vend rien au final, qui fait juste donner de l'expertise. Un exemple ici avec les mots pour vendre, ma bonne amie Alex Martel qui a un lead magnet de 10 mini-trucs gratuits sur l'AI. Donc, les gens s'inscrivent pour recevoir sur 10 jours 10 petits emails avec des trucs pour mieux utiliser ChatGPT et mieux l'utiliser dans sa rédaction. Donc, encore là, il n'y a rien à vendre, c'est juste des trucs et ça permet de connecter avec Alex, découvrir son expertise, notamment sur l'AI, on s'entend, et ainsi de suite. Un autre exemple ici, plus e-commerce, c'est Minimo Motivation qui donne gratuitement le guide des 100 récompenses à moins de 5 $. Donc, le prix, c'est pas 5 $, le prix est gratuit, mais c'est des récompenses pour les parents pour récompenser leur enfant sur les bonnes habitudes et ainsi de suite. Il y en a 100 pour donner des idées puis de l'inspiration. Encore là, ça va rejoindre la bonne clientèle cible des produits de Minimo. Les produits de Minimo, c'est des produits ludiques pour aider les enfants à développer les routines, les habitudes et ainsi de suite. Mais on ne vend rien dans ce guide-là. Ensuite, Novo Queen, qui est des produits pour les lash lift tech, les techniciennes en lash lift. Encore là, c'est une classe gratuite vidéo pour découvrir des trucs de pro pour un lash lift réussi pour les clientes. Encore une fois, Novo Queen vend des produits et des formations pour les techniciennes en lash lift. Mais là, on ne vend rien, on fait juste donner ça. Puis je vois quelqu'un dans le chat qui dit « On jase », c'est Dave, qui dit « Est-ce que ce webinaire serait un exemple de lead magnet pour non-acheteurs? » Dans un processus de funnel et tout ça, oui, honnêtement, oui. T'sais, nous, on est une agence de pub, on travaille avec très peu d'entreprises, là, on travaille avec une quinzaine d'entreprises à l'année à peu près. On n'a pas de la place pour beaucoup de clients, mais tranquillement comme ça, on veut se faire découvrir quand même parce que on a une petite liste d'attente, on a de la clientèle qui veut travailler avec nous et ainsi de suite. Donc oui, totalement. C'est un bon exemple aussi. Je passe au deuxième type de campagne. Le lead magnet, c'est, on va dire, la façon la plus directe et engageante de faire de la notoriété. Ça ne va pas aller rejoindre des millions de personnes. Les inscriptions vont nous coûter quelque chose pour aller les chercher en pub, mais quelqu'un qui arrive sur ta liste email, c'est quelqu'un de très engagé. Une grande partie va ouvrir l'infolettre, puis on le sait à quel point la performance email, ça fonctionne. Donc, c'est comme le plus engageant, mais le plus précis. Ensuite, on passe aux vidéos d'expertise. Que ce soit des vidéos courtes, là, je pense à des Reels, des Shorts, des TikToks, si TikTok existe encore au Canada cette année, ou même des vidéos longues. Nous, par exemple, on a une chaîne YouTube, c'est un bon exemple de ça. Des vidéos, c'est une bonne façon de découvrir l'expertise d'une entreprise de façon en notoriété. Parce que quelqu'un qui te voit, ou qui voit quelqu'un de ton équipe présenter quelque chose, ça crée un lien direct. T'sais, entre ça, puis lire un post, voir quelqu'un expliquer quelque chose, le détailler, ainsi de suite, ça vaut vraiment de l'or pour ta notoriété. Puis ça fait en sorte que tranquillement, pas vite, les gens vont voir exactement c'est ce qui ton entreprise et tout ça. Niveau campagne de pub, ça va être une campagne en vue de vidéo pour avoir le plus de vues de ces vidéos-là possible sur Facebook. Ou si tu as des vidéos, par exemple, sur YouTube, ça pourrait être de la publicité directement pour mettre de l'avant tes vidéos YouTube, en exemple. 3 exemples ici de vidéos un peu plus courtes. C'est encore une fois Novo Queen, une vidéo où, évidemment on ne les écoutera pas, mais dans ce cas-ci, c'est une vidéo où Marjorie, la fondatrice, parle de comment pricer ses services de lash lift. Un autre exemple ici de moi-même, si vous allez sur notre compte Instagram, on a plein de vidéos de contenu et notre chaîne YouTube par rapport à ça. Puis un autre exemple ici de nos clientes, les mauvaises herbes qui vendent des produits personnels et ménagers et de soins qui parlent un peu de différents produits, de différents ingrédients naturels qui se retrouvent dans leurs produits.
Donc, voilà. Puis ça peut être fait par le fondatrice, le fondateur de l'entreprise, ça peut être fait par des membres de l'équipe. L'idée ici, c'est de partager quelque chose qui va rejoindre notre clientèle cible et qui va lui parler puis l'intéresser. Donc, il y a une réflexion à faire là sur, c'est toi qui connais ta clientèle cible, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui fit avec ton expertise, puis qu'est-ce qui va l'amener comme ça tranquillement à s'intéresser à ce que tu as à lui proposer. Ça peut se faire sur plusieurs mois. Tu sais, dans notre cas à nous, là, je mentionnais que le webinaire en tant que tel, c'est un lead magnet, on pourrait dire. Nous, dans notre cas, une entreprise qui travaille avec nous, elle écoute nos webinaires puis elle voit notre contenu depuis comme 1 an. Fait que, c'est comme un long processus de notoriété, mais ça reste qu'on le voit à quel point ça a un impact pour notre propre clientèle. Donc, même chose. Ensuite, on passe au contenu écrit long. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, là, on a parlé de lead magnet, de vidéos. Les vidéos, la connexion directe de voir quelqu'un, c'est toujours très puissant. La connexion de lire quelqu'un est aussi vraiment forte. Donc, je pense à blog, puis je pense à études de cas. C'est toujours intéressant d'avoir du contenu détaillé écrit quand on veut connecter un peu plus avec l'expertise d'une entreprise, surtout si elle est complexe. Tu sais, si tu vends des produits qui sont simples à comprendre, que c'est pas trop compliqué de faire comme « OK, je vois ce que c'est des chandails. Bon, ben, je sais ce que c'est un chandail. » C'est peut-être un peu moins adapté. Mais si tu vends un service complexe, que ce soit un service marketing, que ce soit une installation de piscine, des trucs comme ça où c'est pas juste simple comme j'achète quelque chose puis j'en profite tout de suite puis c'est réglé. Tu sais, ça peut être de l'accompagnement, du coaching, des choses comme ça. Ben, c'est toujours intéressant de détailler un peu son expertise dans des articles de blog, dans des études de cas. Ça va être très, très, très puissant. Puis ça permet aux gens aussi de se projeter là-dessus. Je vous remets 3 exemples de clientes qu'on a vu passer. Premièrement, les mauvaises herbes ici, où les mauvaises herbes viennent à la base de l'entreprise Les Trappeuses, qui est un blog. Et donc, ben, il y a beaucoup, beaucoup d'articles de blog. Bon, ben là, par exemple, ici, comment fabriquer ses propres chandelles avec de la cire de soya. Tu sais, c'est des tutoriels, c'est des recettes, finalement. Super intéressante pour la clientèle et ça va rejoindre la clientèle cible des mauvaises herbes qui sont des personnes qui vont s'intéresser au zéro déchet puis on va dire à l'achat plus conscient puis à la fabrication soi-même de certains produits. Donc, ça marche vraiment bien. Un autre exemple ici, je nous replugue, des études de cas. Bon, ben nous, on en partage en publicité énormément. Moi, si j'avais dans nos publicités une seule chose à garder, ce serait nos publicités d'études de cas parce que ça montre directement comment nos clients ont eu des résultats, qu'est-ce qu'on a fait, tout le processus. Rien de mieux pour quelqu'un qui réfléchit à faire la pub de voir d'autres entreprises comme la sienne avoir passé au travers du processus. Donc, si tu vends des services un peu plus complexes, tout ça, très intéressant. Et je ramène aussi Alex, qui avait fait un long article qui est plus un guide complet pour développer la promptogénie avec ChatGPT, comment faire des bons prompts, comment bien écrire à ChatGPT pour ne pas avoir des réponses plates, génériques, puis qui servent un peu à rien, là, comme on voit parfois malheureusement. Donc, c'est un super guide. Encore une fois, tout ça, ça ne demande pas le email, c'est juste, tu arrives sur le site, tu vois la page et tu as le contenu. Ça fait en sorte que c'est pas verrouillé. Il y a plus de personnes qui vont le consommer, un peu moins d'engagement, mais ça reste que c'est très, très, très puissant. Je passe à mon dernier point. On est allé du plus spécifique et engageant, mais limité, comme un lead magnet, au plus large. Et le plus large, c'est du contenu de marque. C'est tout simplement de mettre de l'avant en publicité des publications qui vont présenter l'équipe, présenter l'histoire, présenter les valeurs de l'entreprise. Des choses un peu plus légères qui vont aller rejoindre beaucoup plus de personnes parce que voir une publicité passer, ça ne demande pas beaucoup d'engagement, mais qui vont tranquillement comme ça afficher ta marque à le plus de personnes faisant partie de ta clientèle cible possible. C'est un peu la fin de notre pyramide de nos 4 campagnes. C'est moins engageant, mais ça va rejoindre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes. Donc, en soi, c'est pas mieux ou moins bon qu'un autre type de campagne. C'est juste bon à savoir selon le volume de ta clientèle, selon l'engagement qui est nécessaire avant un achat. Si tu vends quelque chose qui est facile à comprendre, peut-être que ça ne vaut pas la peine de trop avoir d'engagement parce que ça ne sert à rien. Les gens l'achètent, le voient, puis c'est facile. Et ainsi de suite. Donc, il y a une réflexion à faire de ce côté-là. Et puis, dans mon cas, là, ce que je présente ici, c'est vraiment des campagnes de publicité sur Meta qui se font, que ce soit pour un lead magnet qu'on met de l'avant en pub, que ce soit pour les vidéos, que ce soit pour les articles de blog, les études de cas ou même le contenu de marque. Chacun a son objectif spécifique. Là. Donc, un lead magnet, c'est un objectif de prospect. Les vidéos, c'est les vues de vidéos. Le blog, les études de cas, c'est un objectif de trafic. Puis, contenu de marque, ça va être de la portée, de la notoriété directement sur les campagnes. Mais tout ça, ça se fait en
en organique aussi, ça se fait avec des influenceurs, ça se fait avec plein d'autres canaux, ça se fait avec du SEO pour les articles de blog par exemple. Tout se fait. Moi, je vous le présente en publicité parce qu'on veut venir compenser directement la baisse de l'algorithme, mais ça, c'est des bons investissements aussi pour une marque, c'est des bons assets à développer de façon générale, pub ou pas pub, même si Facebook se plantait. Moi, avoir mes études de cas, c'est toujours gagnant par exemple. Bon, maintenant qu'on a ça, comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'impact de ces campagnes-là? C'est une discussion qu'on a avec beaucoup de clients. En ce moment, si on parle à une entreprise qui fait de la pub, qui met de la pub de vente directe aujourd'hui, qui a des bons résultats, mais tu sais, qui n'a pas de blog, d'études de cas, qui n'a pas trop investi dans ses réseaux sociaux parce que comment mesurer vraiment que ça marche? Comment vraiment savoir que mes articles de blog, tout mon investissement en vidéo, mon lead magnet, ça mène vraiment plus de ventes? Ben, c'est vrai que ça ne se mesure pas exactement. Je ne pourrais jamais savoir avec précision mon nouvelle étude de cas, ma nouvelle vidéo, combien de dollars de chiffre d'affaires et de profit à m'amener en plus exactement. Il faut passer sur des indicateurs un peu plus larges parce qu'on le sait que la notoriété, ça fonctionne, on le voit chez nos clients, mais on n'aura jamais de retour exact comme on le voit sur une publicité de vente. 13 personnes ont cliqué, une personne a acheté. Ça ne sera pas aussi précis, puis il faut s'enlever ça de la tête parce que sinon, on ne va jamais investir là, puis ça va être vraiment au détriment de ta marque. Selon la campagne que tu crées, il y a plusieurs indicateurs à suivre. Premièrement, les ventes générées par l'infolettre. Si tu utilises un lead magnet, connecte ton outil d'infolettre à ta boutique en ligne ou à tes trackers de vente, là, peu importe comment tu fais payer les gens, pour savoir est-ce que les gens qui se sont inscrits à mon lead magnet ont fini par acheter. Ça se peut que ça prenne 3 mois, ça se peut que ça prenne 6 mois. Dans notre cas, des fois, là, pour vrai, il y a des entreprises qui signent avec nous. Je vais voir dans notre infolettre, puis je vois qu'ils ont vu un webinaire, genre il y a 1 an et demi, puis je suis comme parfait, ça a marché, ma notoriété, puis mes actions de notoriété ont fonctionné. Puis c'est pareil pour la majorité de nos clients. Donc, relie tout ça ensemble, puis comme ça, quand tu as des ventes, va voir est-ce que c'est attribuable à mon lead magnet de notoriété. Ça peut être long avant de le voir, mais ça se suit. C'est un des atouts, on va dire, du lead magnet. Ensuite, un autre indicateur à suivre, c'est les ventes qui ne viennent pas de la publicité. Toute cette notoriété-là que j'ai parlé, peu importe la campagne, elle va générer plein de ventes, mais les gens n'auront pas besoin d'avoir une pub de vente pour le faire. Ils vont tranquillement découvrir ta marque, puis à un moment donné, ils vont se dire « Hey, j'en ai besoin ». Puis ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont rechercher ton entreprise sur Google ou ils vont directement taper ton URL dans la barre en haut parce qu'ils savent déjà c'est quoi ton site web, s'il est facile à retenir pour aller acheter. Donc, si tu suis tes ventes, que ce soit sur un Shopify, que ce soit sur un Google Analytics ou autre, regarde l'augmentation des ventes organiques ou des ventes sans source, là, les fameuses ventes directes dans Google Analytics qui sont attribuables à rien. Une augmentation de ça, c'est une preuve que ton investissement en notoriété fonctionne. Tes ventes directes sur Facebook vont continuer d'être bonnes, mais si à côté, toutes tes ventes totales augmentent, c'est un signe que le bouche à oreille se fait, que la notoriété fonctionne et ainsi de suite. C'est vraiment, vraiment des bons indicateurs pour ta marque et pour cet investissement-là. Et finalement, un indicateur un peu plus direct, un peu plus instantané, on a l'engagement avec ta marque. Vois, est-ce que tous ces investissements-là te donnent des retours, des réponses de personnes? Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que les gens répondent à ton infolettre? Est-ce que tu as des commentaires en dessous des publicités? Des likes, des abonnés, ainsi de suite. Selon ton industrie, tu pourras en avoir vraiment beaucoup ou très, très peu. Si tu es en B2B, c'est rare d'avoir beaucoup de commentaires en B2B ou d'avoir beaucoup de réponses à ton infolettre. Mais juste une réponse, 2 réponses, ça peut déjà être un bon signal que hey, je suis en train de rejoindre des gens qui ne vont pas acheter tout de suite, mais qui ont trouvé mon contenu intéressant, qui ont aimé mon lead magnet, qui ont ainsi de suite. Puis si tu es dans un domaine où il y a beaucoup plus d'interaction, genre je parlais de parents tantôt, ou un autre exemple un peu cliché, c'est les maîtres d'animaux, les propriétaires d'animaux, que quand tu demandes est-ce que tu veux pas me montrer une photo de ton animal, ben, les gens vont se pitcher pour le faire, puis tes commentaires vont se remplir, ben regarde si ça augmente. Est-ce que tes abonnés augmentent? Est-ce que l'engagement augmente? Ainsi de suite. Est-ce que tu vas rejoindre plus de personnes? C'est comme ça qu'un peu, à court terme, on va le voir, mais à long terme, ça va vraiment se voir sur les ventes. C'est là qu'on veut aller chercher l'impact. Puis là, je vois que le temps avance, donc je vais aller sur mon dernier point avant de prendre les questions. Comment est-ce qu'on fait pour ajuster son budget face à tout ça? Est-ce qu'on arrête d'investir en vente puis on met tout en notoriété? Évidemment non. Si vous partez de rien. Si en ce moment, vous n'avez que des campagnes de vente, en ce moment, 100% du budget est investi sur de la vente, on vous recommande de commencer avec un petit bout, un petit 5 à 10% du budget total, puis le mettre en notoriété. C'est pas beaucoup, mais ça va être un excellent début pour commencer parce que ce 5 à 10% de budget-là va rejoindre beaucoup de personnes, puis ça va paraître en notoriété quand même.
Si tu as déjà beaucoup de notoriété à côté, si tu as déjà un bon blog qui amène beaucoup de gens en SEO, si tu as déjà beaucoup de points de vente, puis les gens te découvrent comme ça aussi, si tu as une bonne stratégie de contenu, la proportion peut être un peu plus petite parce que tu as déjà le reste qui fait de la notoriété. Tu n'as pas nécessairement besoin que ta pub le fasse. Si au contraire, tu dépends principalement de la pub, puis que 50, 60, 80% de tes ventes viennent des publicités, on te recommande de mettre une proportion un peu plus élevée parce qu'en ce moment, tu dépends de ces ventes-là à court terme. Puis une augmentation des coûts, une instabilité dans l'algorithme, Facebook qui plante, quoi que ce soit, ta page se fait bloquer temporairement, ça vient tout affecter tes ventes. Puis c'est une situation un peu plus précaire ou difficile ou instable pour une entreprise. On peut commencer comme ça, on ne peut pas commencer en étant parfait partout, quoi que ce soit, mais quand vient le temps de structurer et de solidifier ta stratégie marketing, je viendrais mettre au moins un 10%, voire même un 15% de mon investissement en notoriété. Puis si tu vois que ça marche, si tu vois que tes ventes totales augmentent, on te reconnaît dans la rue, je sais pas, il se passe des choses, tu te fais contacter pour avoir des points de vente, ben tu pourras en mettre encore plus. Si tu vois que ça marche, allons-y. C'est juste que ça va être long avant de voir que ça marche. Tu le verras pas la semaine même, tu vas le voir quelques mois après, voire même, dans notre cas par exemple, un an et demi après. Ça veut dire que ces dollars-là investis en pub, tu ne dois pas t'attendre à un retour sur investissement tout de suite, mais tu vas le voir sur le long terme, puis c'est ça qu'on cherche à faire. Avec du bon contenu, un bon lead magnet, puis un ciblage de campagne qui est réfléchi pour rejoindre les bonnes personnes, ça se fait, on voit l'impact chez nos clients, tant dans les résultats qui augmentent, mais aussi dans la stabilité de leur croissance. Au lieu de dépendre des mois de bonnes pubs, mauvaises pubs, ainsi de suite, ils ont une belle croissance stable. Quand plein d'entreprises ont de la difficulté, coupent leur marge, se plantent, quoi que ce soit, eux, ils ne sont pas imperméables au marché ou quoi que ce soit, mais ça va se faire de façon beaucoup plus stable, de façon beaucoup moins abrupte, difficile. Puis ça va vraiment avoir un bel impact. Donc voilà. Puis c'est pour ça que nous, chez nos clients, on les force tranquillement à le faire. Pour certains, c'est un peu plus difficile de dire, OK, je vais mettre un 50, un 100, un 200 $ par jour sur des campagnes qui ne vont pas m'amener des ventes tout de suite, sur un budget qui ne va pas me revenir tout de suite, mais on le sait à quel point c'est important, puis c'est pour ça qu'on le fait, puis c'est pour ça que c'est une butte sur laquelle on est prêt à mourir. Donc voilà, ça fait le tour des éléments importants pour ça. Juste avant de prendre les questions, comme je disais tantôt, on travaille en publicité en ligne, on accompagne beaucoup d'entreprises, mais nos places sont assez limitées. Puis ça fait en sorte qu'on a plusieurs demandes, on est assez sélectif sur les clients qu'on accompagne à l'année parce qu'on va être certain d'être la bonne équipe, on va être certain d'amener des bons résultats par rapport à l'agence que tu as en ce moment ou par rapport à ne pas faire de pub du tout. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui nous contactent pour nous dire moi, je fais ma pub par moi-même ou j'ai une agence de mon côté, tout va bien. En tout cas, je pense que tout va bien, mais j'aimerais savoir un deuxième regard. Puis c'est un peu pour ça qu'on a créé un autre service qui permet d'aller donner un deuxième œil sur les campagnes qui roulent en ce moment, puis donner notre avis sur est-ce que ça pourrait être amélioré, est-ce que ça vaut la peine de mettre plus de budget, moins de budget, qu'est-ce qui peut être fait en un appel d'1 heure. Donc, on appelle ça le deuxième avis, qui est 60 minutes ensemble, en petite consultation, en partage d'écran. Je prends le contrôle de ton ordi, je vais sur tes campagnes et c'est enregistré, puis je viens critiquer puis donner toutes mes suggestions de tests, d'amélioration qui peuvent être faits pour améliorer tes résultats. Fait que c'est tant dans les publicités. Est-ce que les publicités sont bien faites, bien écrites, variées, tout ça? Est-ce que le ciblage, la structure, la répartition du budget, la stratégie est bonne? Puis tu sais, généralement, je vais vous montrer la page, là, mais on a beaucoup de commentaires de personnes qui repartent de ces appels-là puis qui voient une belle amélioration dans leurs résultats. Puis on est tellement confiant que si on trouve rien à redire puis que si tout est parfait, on est prêt à payer 500 $ pour t'avoir fait perdre ton temps dans cet appel-là. Ça peut être pertinent si tu penses que ton agence travaille bien, mais tu veux un regard extérieur, tu veux voir est-ce que ça va bien, est-ce que je continue avec eux. Si tes résultats sont en déclin, puis que tu ne sais pas trop quoi faire pour les faire réaugmenter, puis si tu veux du feedback concret sur tes publicités, que ce soit toi qui les fais, ton agence, quelqu'un dans ton équipe, amène qui tu veux, puis on pourra en discuter ensemble dans l'appel. C'est confidentiel, on regarde ensemble, puis après tu repars avec l'enregistrement et la liste des recommandations écrites. Cet appel-là, il coûte 300 $. Donc, c'est 1 heure ensemble avec le recap, la vidéo et tout ça. Je peux mettre le lien dans le chat si jamais. Je vais l'envoyer aussi demain avec l'enregistrement. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis si tu écoutes l'enregistrement, ça va être juste en dessous dans la description. Vraiment, on a beaucoup de super bons commentaires face à ça. Plein d'entreprises qui mettent plein de sortes de budgets, qui sont dans plein de situations. Puis des fois, ça peut être une bonne façon aussi de voir, est-ce que ça vaut la peine de changer d'agence ou est-ce que je suis déjà bien chez nous, où est-ce que je suis en ce moment ou avec mon équipe à l'interne. Donc, voilà. Je
passe aux questions. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Je vais remonter un petit peu dans le chat. Mais merci beaucoup aux personnes qui doivent y aller. Je vous avais promis 30 minutes. On a débordé un petit peu. Je m'excuse. Et merci à ceux qui nous écoutent en replay. Je vais passer aux questions. Je vais remonter un peu. Puis on va y aller. Donc, il y avait beaucoup de gens qui disaient bonjour. Voilà. OK. Tout à l'heure, il y avait Carole qui demandait le budget que je montrais tantôt, 1000 $. Est-ce que c'est 1000 $ par annonce ou pour l'année? C'était comme un budget fixe, juste hypothétique. Là, on a des clients qui investissent 5 000, 10 000, 15 000 par mois. Puis il y a plein d'entreprises. Si tu veux commencer en publicité, tu peux commencer avec un 1000 $ par exemple. Dans un mois, ça peut être très bien. Donc voilà. Christian demandait, je pense que ça a été répondu, mais je vais le dire pour tout le monde quand même. Christian demandait quelle est la différence entre portée et impression. Portée, dans le fond, c'est le nombre de personnes qui voient tes pubs, puis impression, c'est le nombre d'affichages de tes pubs. Donc, si j'ai une portée de 1, mais 2 impressions, j'ai une personne qui a vu 2 fois mes publicités. Les impressions, ça peut être aux mêmes personnes, en fait. Là. Si je peux avoir 1000 impressions à la même personne, ça va peut-être être un peu dérangeant, par exemple, mais c'est bon à savoir. Super. Est-ce que tu mets de la pub payante sur ton lead magnet ou c'est plutôt organique? J'ai répondu, mais je réponds quand même. Là. Oui, moi je mettrais de la pub payante sur le lead magnet. C'est une belle façon de se faire découvrir. C'est une belle façon d'amener des gens aussi sur ta liste email. On sait à quel point c'est rentable. On le voit chez nos clients, chaque infolette, ça fait un pic de vente. Ça fait une grosse différence. Quand c'est bien fait, quand on a des bonnes séquences, ça peut être très, très, très puissant. Puis quelqu'un qui ouvre tes infolettes, même s'il n'est pas prêt à acheter tout de suite, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment engagé. Fait que c'est super bénéfique. Demandes-tu le courriel pour une vidéo déjà gratuite sur YouTube, Carole? C'est 2 stratégies différentes, puis je ne ferai pas les 2 en même temps sur la même vidéo parce que je trouve pas ça. Je trouve que si on met une vidéo accessible avec inscription comme un lead magnet, bien aussi bien que cette vidéo-là soit privée puis juste accessible aux gens qui ont donné leur email. Si tu as des vidéos sur YouTube en parallèle, ça se fait aussi. Nous, on fait ça. Là, on a des ateliers qui sont accessibles juste en lead magnet quand les gens s'inscrivent. Ils ne sont pas disponibles aussi sur YouTube. C'est comme un ou l'autre, en fait. Est-ce qu'on peut utiliser ces campagnes pour retargeter les gens pour une campagne de vente? Bonne question, Chantal. Je te dirais que ça va se faire de façon automatique. Concrètement, rien n'empêche tes publicités de vente d'apparaître aux gens qui ont vu ton contenu de notoriété, puis rien n'empêche ton contenu de notoriété de s'afficher auprès de gens qui ont vu des publicités de vente. Parce que ce que je disais tantôt, c'est que la notoriété de la vente s'effrite, mais elle ne disparaît pas complètement. Fait que quelqu'un pourrait voir une pub de produit pour commencer. Après ça, se dire « je ne suis pas prêt à acheter », voir une pub de notoriété, s'inscrire à ton lead magnet, voir une autre publicité de vente, puis acheter. Fait que ça va s'entremêler, puis je disais que l'algorithme est devenu meilleur puis que c'est un problème, mais une chose que l'algorithme est très bon, c'est de montrer le bon ordre puis les bons contenus aux bonnes personnes, puis ça fait en sorte que l'entremêlement va être quand même très bon puis très bénéfique pour tes résultats à court, à moyen puis à long terme. Est-ce que les clients proposaient déjà des offres, blogs, guides, ou avez-vous poussé pour l'offrir en service et ou convaincre le client d'en réaliser? Ok, oui, c'est comme si ta question s'était copiée plusieurs fois, c'est pas grave. Bonne question. On avait des clients qui, tu sais, dans le fond, nous, notre réalisation, c'est que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos clients qui avaient des assets déjà, comme déjà des leads magnets, déjà un bon blog, et ainsi de suite, voyaient des meilleurs résultats en pub, voyaient des résultats plus stables, et ainsi de suite. Fait qu'on l'a proposé à d'autres clients, puis on l'a structuré un peu mieux, puis c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que vraiment ça avait un impact. Fait qu'il y avait une partie de nos clients qui en avaient déjà, il y en avait une partie qui c'était pas le cas, puis qu'on l'a monté avec eux. Fait que les 2 cas existent, mais on voit l'impact dans les 2 situations. Est-ce qu'on va avoir accès à l'enregistrement? Oui. Nous, on fait que de la notoriété, on ne vend rien, on offre des services gratuits. Marie-Jeanne nous dit ça. Ben, tu vois, j'espère, je suppose même, comme tu me le dis comme ça, je suppose que ça convertit quand même. Fait que tu vois que ta notoriété et tes choses gratuites amènent à des ventes, c'est super. Ça marche aussi très très bien dans le cas de services plus dispendieux aussi. C'est rare qu'on fait de la vente directe de je sais pas, de construction de maison, par exemple. C'est le genre de trucs où, bon, ben, c'est des coûts, des contrats B2B, ce genre de choses-là. C'est le genre de trucs où on fait pratiquement que de la notoriété ou en tout cas du développement de liens de confiance, comme avec des leads magnets. Pareil pour nos services d'agence. On propose jamais à quelqu'un qui ne nous connaît pas de gérer les pubs, quoi que ce soit, sans qu'il découvre notre expertise. Ça fait comme pas vraiment de sens.
Il y a Joanne qui demande, qui explique un peu sa situation. OBNL avec une petite boutique locale qui vend des produits fabriqués par des personnes handicapées. Un conseil supplémentaire pour augmenter les ventes, boutique physique et non virtuelle. Joanne, dans ton cas, les publicités doivent absolument avoir un ciblage géographique local. Je t'apprends peut-être rien, mais dans un ciblage local, genre mettons plusieurs kilomètres autour de la boutique. Si tu es dans une petite ville, tu peux cibler la ville au complet. Si tu es dans une plus grande ville, genre Montréal, ben, tu peux aller chercher comme un kilométrage autour, peut-être pour que ce soit accessible à pied, par exemple. Bon, là, je vais aller large, mettons un 5 km autour de la boutique. Ça se peut que tu aies déjà plusieurs centaines de milliers de personnes, selon où tu es. Garde ton ciblage local, puis mise plutôt sur des campagnes justement de notoriété. C'est très difficile pour quelqu'un de voir une publicité puis de se déplacer à l'instant, mais avec la notoriété puis avec un développement de lien de confiance comme je l'ai montré, ben les gens vont penser à ton OBNL quand ils auront besoin des produits ou quand ils vont chercher que, bon, ben, je ne sais pas c'est quoi les produits, mais ça pourrait être des choses de déco, par exemple. Bon, ben, j'ai le goût de renouveler ma déco chez moi. Hey, je vais aller faire un tour, là, par exemple. Bon, ben, j'irai vraiment plus sur de la notoriété. Puis mettre de l'avant les éléments, les valeurs, puis les éléments qui différencient finalement ton OBNL, parce que les gens qui vont, tu le sais, là, les gens qui vont se déplacer pour acheter ces produits-là fabriqués par des personnes handicapées, ben, ils ont certaines valeurs, ils ont certaines priorités. C'est pas nécessairement les mêmes personnes qui vont aller au Ikea pour décorer leur... je pense à des produits de décoration, mais c'est pas le même genre de personnes qui vont aller dans n'importe quelle boutique, puis ils vont pas le faire pour les mêmes raisons. Fait que mets ça de l'avant, ça va vraiment bien fonctionner. Carole demande si on débute à partir de rien, quel serait le meilleur budget à investir? Grosso modo, si tu fais aucune publicité et que tu veux commencer, généralement là, j'assume pour faire de la vente de produits, là, un 30 à 50 $ par jour, c'est un bon point de départ. Ça dépend ce que tu veux faire. On recommande souvent à des gens qui ne commencent pas de pub de faire, par exemple, une promotion pour commencer parce que c'est dans un délai limité et ça nous permet vraiment de suivre des résultats précis comme sur une petite période. Ça peut se faire sur 7 jours, 10 jours puis avoir un budget de 300, 500 $, ça peut bien se faire aussi. Donc, je te dirais, c'est un bon point de départ. Sinon, tu peux m'écrire. On a des formations aussi, les Objectifs Pub, qui sont des formations pour faire une campagne pour un premier webinaire, une première promo, un premier lead magnet aussi, justement. Fait écris-moi, je peux te recommander un peu qu'est-ce qui pourrait fitter avec et le budget et la situation dans laquelle tu es. Alexandre demande quels sont les budgets mensuels pour vos clients. Frais d'agence inclus, budget inclus. Pour commencer, on recommande d'être prêt à mettre à peu près un 8 000 $ par mois, tout compris. C'est vraiment un point de départ. Généralement, nos clients vont investir entre 10 et 50 000 par mois, voire plus. Dans le fond, pour que notre service et notre accompagnement clé en main vaille la peine, on veut avoir un certain budget parce que si tu investis 500 $ par mois en publicité, ça peut fonctionner, mais ça ne vaut pas la peine d'engager une agence puis de la payer cher pour gérer ce budget-là puis juste regarder tes pubs puis rien pouvoir faire. Donc, ça dépend toujours. Mais ce qu'on fait dans nos premiers appels, c'est vraiment d'identifier avec le client, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir ces budgets-là? Est-ce qu'on pense que ça va fonctionner? On ne peut jamais rien garantir, mais on propose jamais nos services à une entreprise pour qui on n'a pas confiance que ça va amener des bons résultats. Donc voilà. Est-ce que les liens rattachés aux campagnes de notoriété peuvent même diriger vers des produits ou vaut-il mieux diriger vers la page d'accueil de la compagnie? Pour les publicités de notoriété complètes, des fois, on ne met pas de lien. C'est quand même intéressant d'avoir des publicités zero click, des publicités sur lesquelles on ne peut pas cliquer, parce que c'est ça le but de la pub. C'est juste de créer un premier lien, puis c'est tout. Si tu veux rediriger vers des pages, ça peut être le blog, ça peut être des pages à propos. Si tu as des pages de contenu comme ça sur ton site, je te recommande ça. Puis des fois, le produit. Si, par exemple, tu parles de l'histoire, puis d'une anecdote, de la création d'un produit, puis c'est pertinent, vas-y. Mais je ne pluggerai pas le produit juste pour le plugger, parce que tu es en mode notoriété. Typiquement, c'est des gens qui ne sont pas prêts à acheter de toute façon. Fait que je te laisse décider selon le contenu exact que tu fais. Voilà. Sophie qui demande est-ce qu'il va y avoir un webinaire équivalent avec Google Ads éventuellement. Pourquoi pas? Avec grand plaisir. Il y a comme j'ai un petit bug dans mon affichage, là. Mais je vais passer au prochain commentaire. Si jamais je saute une question, n'hésitez pas à la remettre. Marie-Jeanne qui dit je travaille chez RAP Côte-Nord. On crée des outils services pour les services éducatifs intervenant profs, parents en faveur de la réussite scolaire. Très cool. Que diriez-vous à un client qui refuse d'investir en notoriété alors que son produit-service n'est nullement connu et qui veut faire que des campagnes de pub bottom funnel?
je lui montrerai ce webinaire, puis on a beaucoup de stats pour justifier nos points. Dans notre cas, comme nos services d'agence sont vraiment clés en main, c'est un peu plus nous qui va diriger la stratégie publicitaire. On fait moins de... concrètement, on va proposer nos services au client en lui disant dès le début un peu ce qu'on veut. Fait que c'est un peu différent pour ça. Mais je ne recommanderais pas de faire ça. Quoique, ça peut être une bonne façon de démarrer. Tu sais, quelqu'un qui a juste 500$ à mettre en pub, je n'irais pas tout de suite 10% d'un bord, 90% de l'autre. Là, je commencerais par essayer de voir si je peux générer des résultats avant de me pitcher partout, c'est certain. Vu le changement actuel de méta et... je peux enlever le... Est-ce que... Comme ça va marcher? Haha, OK. Vu le changement actuel de méta et changement à venir, quel budget suggères-tu en annuel ou en pourcentage du chiffre d'affaires pour tenter de faire sa place via Meta, via l'infolette? Quel genre de publicité de vente suggères-tu dans le marché actuel? Bon, combien de budget de son chiffre d'affaires, combien de pourcentage de son chiffre d'affaires on met en pub? Pour commencer, on peut le voir comme ça. T'sais, on peut le voir comme, est-ce que j'ai assez de profit pour investir en pub puis avoir du budget? Mais c'est sûr que la majorité du temps, avec nos clients, on le voit comme, qu'est-ce que ça nous rapporte? Parce que si j'ai investi 1000$ en pub, puis que ça me rapporte x10, puis que je génère 10 000$ de vente, puis qu'avec ma marge, je suis profitable, ben au final, le pourcentage de mon chiffre d'affaires que ça représente est moins important parce que ça va m'en générer plus le mois suivant. Si on arrive dans une dynamique comme ça, le pourcentage est moins important, moins crucial. Si c'est quelque chose avec un cycle de vente plus long, c'est sûr qu'il faut s'arrimer à un certain pourcentage parce qu'on veut rester rentable. Ça dépend des entreprises. On a des entreprises qui vont beaucoup dépendre de la pub, puis pour qui ça va être des 20%, 30% de leur chiffre d'affaires qui vont aller en publicité ou en marketing. Puis il y en a d'autres que ça va être juste 10%. Ça dépend beaucoup de ton modèle. C'est difficile comme à mettre un chiffre exact dessus. Mais on commence toujours en recommandant aux entreprises, si tu investis en pub et que le premier mois, ça ne te donne rien, est-ce que tu es dans le trouble? Si oui, c'est peut-être pas le bon moment de commencer. Il faut commencer un peu avec le long terme en vue parce qu'il y a plein de tests à faire en pub puis on ne peut jamais garantir puis être certain que dès le jour 1, on va vendre plein puis ça va être explosif. Là, ça ne se fait pas malheureusement. Et quel genre de publicité de vente suggères-tu dans le marché actuel? Difficile de répondre parce que c'est très, très, très varié. Comme type de pub, je répondrais varié. Tu sais, des UGC, ça marche bien. Des publicités de vente plus simples, plus claires, ça marche bien. Des vidéos des fondateurs ou fondatrices de l'entreprise qui présentent des produits, ça marche bien. J'ai tellement de trucs. Peut-être une bonne façon de commencer, ça peut être de voir le petit panier de la publicité parfaite là, que je proposais à l'inscription du webinaire, qui est comme un regroupement de 75 exemples de publicité. Ça peut être une bonne façon de s'en inspirer. Pour la notoriété, est-ce que tu as un format préféré? Idéalement, c'est d'avoir un format, un concept complètement différent qui se détache de la vente directe. Vidéo explicative, vidéo type naturel, vidéo type commercial, super léché. Ah, bonne question. Jason, ça dépend de l'identité de ta marque, vraiment. Tu sais, finalement, les publicités de notoriété, le but, comme je disais, c'est de créer un lien de confiance. Fait que si ta brand est plus léché, corpo, très esthétique, avec un certain truc, garde ça. Essaie pas de la dénaturer trop parce que c'est de la notoriété. Quand c'est le temps de faire des pubs de vente, on peut tester plein d'affaires parce qu'on se dit, les gens arrivent sur notre produit, ils le voient, ils l'achètent, ainsi de suite. Mais pour la notoriété, j'essaierai de me coller le plus possible à l'identité de ta marque pour commencer. Puis si après ça, tu vois que hey, je teste une vidéo qui est peut-être fit un peu moins avec l'ambiance générale, puis ça a vraiment bien répondu, il y a peut-être une réflexion à faire sur l'identité de ta marque face à ta clientèle. Mais je commencerai comme ça en tout cas. Proposes-tu de mettre en place une stratégie infolettre avant de mettre en place une campagne de pub? Pas nécessairement. On a beaucoup de nos clients, surtout e-commerce, où la vente se fait un peu plus facilement, qui n'auront pas d'infolettre en commençant puis qui vont la développer après. Ça dépend de l'entreprise, mais ça serait ma réponse. Quel pourrait être le type de lead magnet en or? J'adore l'idée, mais je trouve que c'est plutôt difficile de trouver une piste. Bonne question. En or, ça dépend de ce que tu fais, mais c'est sûr que si c'est des cours d'or, il y a plein de choses à faire là, des petits cours, des petits débuts de dessin, des choses comme ça. Si tu vends ton or, j'irais peut-être un peu moins sur du lead magnet, sauf si tu as quelque chose à nous partager. Tu sais, ça pourrait être juste inscris-toi à mon infolette pour voir l'avancement de mes œuvres, pour voir mes réflexions, tout ça. Peut-être que tu as quelque chose d'intéressant là à regarder. Je ne le sais pas en ce moment, c'est quoi? Est-ce que tu as une grosse communauté? Est-ce que tu as une relation avec les gens, tout ça? Mais voilà, je t'offre ça. Puis sinon, j'irais peut-être moins lead magnet si tu vois que tu n'es pas prêt un peu à avoir ce genre de choses-là. Il y a Peggy qui demande, nous offrons des services gratuits, nous aussi, nous avons 2 cibles sur une même page, Facebook et Insta, partenaires et utilisateurs. Nous avions une audience avec les 2 groupes cibles. Avez-vous ce type de client? Oui, ça nous arrive.
On a beaucoup de nos clients, nos entreprises qui vont travailler avec différents segments de clientèle ou qui vont travailler avec deux morceaux dans une même offre. Ça arrive, oui. Alex demande pour une entreprise B2B comme concepteur de site web, qu'est-ce que tu suggères comme stratégie et budget, sachant que la compétition est forte dans le domaine ces dernières années? Bon point. Je t'offrirais la stratégie Antilope qui... Bon, il y a plein d'affaires. On a une chaîne YouTube, un blog, plein de trucs, mais je te conseillerais 2 affaires. Des webinaires si tu veux nous montrer des choses, mais aussi des études de cas. T'sais, partage tes réalisations, montre comment tu le fais, tout ça. Pour vrai, rien de mieux que les études de cas dans des cas de services professionnels comme ça. Puis, rappelle-toi que c'est long avant de convertir quelqu'un. T'sais, les gens qui cherchent un site web tout de suite sont en train de comparer plein de prestataires, puis ça va être difficile de faire ta place là-dedans parce que, à un moment donné, il y a une limite d'arguments qu'on peut donner. Mais développer des relations long terme avec des gens, ça fait en sorte que la personne n'a peut-être pas besoin de son site tout de suite, mais le jour où elle arrive, puis elle est comme « Mon site, je le trouve laid, je suis prêt à travailler avec quelqu'un », elle a vu tes études de cas, elle a vu tes réalisations, puis elle ne réfléchit pas, elle sait que c'est toi la bonne personne pour le faire. Pour une entreprise en démarrage qui a un très petit budget, comment on fonctionne? Service d'accompagnement à la naissance, plus j'ai créé un coffret d'audio-hypnose pour les femmes enceintes en vente sur mon site aussi. Est-ce que je suis mieux d'attendre d'avoir un budget plus grand ou bien 5 $ par jour pourrait quand même m'aider à me faire connaître et me faire voir? Oui, 5 $ par jour peut t'aider. Ce ne sera pas une grosse différence, on s'entend, là, mais ça peut être un très bon début, surtout côté notoriété et tout ça. Ce que je te conseillerais, par exemple, de regarder, puis c'est un truc qu'on recommande quand les gens ont moins de budget, c'est est-ce qu'il y a des partenariats que tu pourrais faire, de l'affiliation avec d'autres gens, des gens qui rejoignent la même clientèle que toi, qui ont peut-être des communautés plus grosses, mais qui n'offrent pas le même service que toi. Fait que, tu sais, ça pourrait être, là, je ne sais pas exactement tous les services que tu offres, mais ça pourrait être une entreprise qui vend des produits pour les nouveau-nés, par exemple, parce que c'est quand même relié, c'est quelque chose qu'on va regarder. Ça pourrait être... une entreprise qui vend d'autres produits pour l'accompagnement à la naissance, ainsi de suite. C'est une façon gratuite quand même de te faire voir et qui est assez efficace. Lauriane demande, est-ce que tu peux aussi analyser des campagnes qui ne sont plus live sur une ancienne masterclass qu'on voudrait redonner, par exemple? Avec plaisir. On fait souvent ça, par exemple, le Black Friday. T'sais, les campagnes sont passées, mais on les regarde parce que c'est un gros moment de l'année. Fait que oui, on fait ça aussi. Merci Marie-Jeanne qui dit merci, c'est super. Voilà. Antoine qui résume en disant « La mort de la publicité arrive en 2025, la publicité évolue et ne disparaît pas. Un changement, pas une fin. » Effectivement, Antoine, là où la mort arrive, je pense que c'est pour les entreprises qui vont un peu trop dépendre de la publicité directe, à retour direct, instantané, puis qui vont un peu se cramponner à ça en se disant « C'est mon moyen de générer des ventes et rien d'autre. » Là, je pense que ça devient plus dangereux. Merci à tous ceux qui disent merci. Mais merci à vous. Régent demande la portée égale le visiteur unique. On pourrait dire ça, c'est une bonne comparaison. Mais la portée, ça va être les gens qui voient les publicités sans nécessairement cliquer. Mais c'est un peu la même chose sur ton site web, les visites versus les utilisateurs, effectivement. OK, je vais répondre à quelques questions d'autres. Je veux pas que ça dure encore trop longtemps. Je veux pas vous prendre trop de temps. On va y aller avec la question de Dany. Pour les infolettres, est-ce qu'on met le lien sur notre page Facebook pour que les gens puissent s'inscrire? Car je sais que pour obtenir des courriels pour des infolettes, il faut obtenir l'approbation des gens. Effectivement, on ne va jamais inscrire quelqu'un à une infolette sans qu'il ait explicitement rentré son email. Donc, mais tu peux mettre le formulaire d'accès sur ta page Facebook, par exemple. Quel serait un bon budget de pub pour une entreprise de service avec un service qui a un prix moyen de 500 $ et plus par type de service, considérant qu'aucune pub n'a été faite pour le moment? Ça dépend beaucoup de ton industrie, Cynthia, mais encore là, un 30 à 50 $ par jour, ça peut être une bonne place pour commencer. Ce que je m'attendrais à ta place, c'est de pas tout de suite attendre des résultats. T'sais, si c'est un truc à 500 $ et plus, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une réflexion avant l'achat. Donc, c'est un peu comme nous. T'sais, nous, on a des clients, comme je disais tantôt, que ça fait 1 an, que ça fait 1 an et demi qu'ils voient nos contenus avant d'acheter. Ça fait un gros investissement avant l'investissement initial puis la conversion, mais on le voit que ça marche, puis c'est un beat à avoir, puis c'est comme on investit à l'année là-dedans, presque les yeux fermés en sachant que ça va convertir, mais c'est pas instantané. Fait que ça se peut que ce soit dans cette dynamique-là aussi dans ton cas, Cynthia. Recommandes-tu de créer des formules répétitives pour les publications? Exemple, carousel, reel, carousel, photo, etc. J'ai récemment intégré une nouvelle équipe et je trouve qu'il y a de bonnes intentions de campagne, mais globalement, le contenu peut avoir l'air légèrement décousu et je me demande si ça affecte réellement l'engagement. Il faudrait demander à quelqu'un qui est plus spécialiste que moi, par exemple sur Instagram, en contenu organique. Nous, c'est
plus de la pub. Mais vite comme ça, je te dirais que je pense que le contenu est plus important que le rythme et la routine exacte de quel format s'enchaîne. Cela dit, la régularité, c'est bon. Si tu vois qu'il y a des concepts qui marchent bien, les reprendre, c'est toujours intéressant aussi. Fait que je te laisse avec ça. Puis si tu as besoin de recommandations pour des consultantes en réseaux sociaux, Instagram, tout ça, écris-moi. J'ai plein de monde dans mon réseau à qui je pourrais te référer. Offrez-vous des formations pour faire nos pubs nous-mêmes? Oui, je peux mettre le lien. On a 3 formations. Là. Je mets le lien dans le chat. 3 formations qui sont objectifs pub, que ce soit pour faire une première campagne, pour mettre de l'avant un lead magnet, pour mettre de l'avant un webinaire comme celui-ci, et pour mettre de l'avant une promotion. Si jamais tu fais une promo, une liquidation, une vente anniversaire, tout ça, on a des campagnes comme ça. C'est des petites formations. Le but, c'est que tu puisses avoir ta campagne de fête, de créer avec la pub en moins de 3 heures. Fait qu'on va droit au but. C'est vraiment simple. C'est des petites vidéos avec le résumé écrit de moi qui te montre mon ordi puis qui montre exactement comment le faire. On a des exemples de pub, des modèles à reprendre, des templates, tout ça. Fait que c'est directement là. Puis si tu as une question pour t'aiguiller, quelle formation je prends, tout ça, n'hésite pas à m'écrire. Là, des fois, c'est un peu... C'est d'ordre stratégique, mais comme est-ce que je commence avec un webinaire, un lead magnet, une promo, je ne sais pas trop. Écris-moi, puis ça va me faire plaisir de t'aiguiller pour ça. Sarah demande, bonjour, est-ce que vous créez les visuels pour les publicités dans votre offre? Oui, dans notre accompagnement clé en main, oui. Dans le deuxième avis, on repasse dessus, mais on ne crée pas de publicité. Mais oui, quand on accompagne nos clients, on s'occupe de tout, de la création des pubs jusqu'à le choix des plateformes, l'optimisation, des petites cases à cocher un peu partout sur les plateformes et ainsi de suite. Puis on ne fait pas que de la pub sur Facebook, on va aussi sur Google, Pinterest, beaucoup TikTok, LinkedIn, et ainsi de suite. Marie demande, tu fais affaire avec des nouvelles entreprises? Oui, quand le fit est là et ainsi de suite. Quand on voit que ça peut fonctionner, qu'il y a un bon potentiel, on y va. Si on voit que la publicité de ton entreprise n'est pas prête pour en faire, on va le dire, puis c'est correct aussi, ça arrive, il faut que ça arrive au bon moment, on s'entend. Dave demande, tu as parlé des sites web il y a quelques instants. Qu'en est-il pour des SaaS, Software as a Service, en démarrage, programmation en cours? Bonne question, Dave. Je te dirais, encore là, surtout pour une nouvelle entreprise, puis je pense que ça va aussi intéresser Marie qui disait nouvelle entreprise, j'essaierais d'avoir ma preuve de concept avant de faire de la pub. De savoir que j'ai une clientèle qui est intéressée, qui est prête à sortir de l'argent, qui est prête et tout ça, va vraiment faciliter ensuite ma pub. Parce que quand on lance une nouvelle entreprise ou qu'on développe un SaaS, on ne le sait pas encore exactement. Tu sais, quelle fonctionnalité je dois mettre de l'avant et qui parle vraiment à ma clientèle. Est-ce qu'il y a des clients qui vont s'intéresser à ça sur le format que je l'ai en ce moment, et ainsi de suite. C'est mieux de prouver ça avant de faire de la pub. Puis une fois que tu vois que j'ai un certain type de clientèle qui viennent à moi pour certains types d'avantages, pour certaines features, et ainsi de suite, c'est plus facile de mettre ça directement de l'avant pour ça. Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On arrive à 1h02, j'adore. On a fait une petite heure arrondie. Si jamais tu écoutes le replay, je vois une petite dernière question. Marilyn qui demande, en plus de la formation, il faut investir combien en pub? Dans chaque page des formations, je mets le budget recommandé. Généralement, c'est comme un 300 à 500 $ selon exactement ce que tu fais. Mais même pour des webinaires, on a vu des gens commencer avec 100 $ puis avoir des résultats. Mais vas-y directement va voir la page des formations. Puis, si tu écoutes le replay, quelqu'un écoute le replay, je vais le mettre aussi en commentaire. Mais les budgets recommandés sont directement sur la page aussi. Voilà, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Je vais remettre le lien du deuxième avis si jamais quelqu'un est intéressé. Il y a différentes dispos dans les prochaines semaines, là, donc il n'y aura pas de souci. Puis si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes comme « Hey, je ne sais pas si je devrais travailler avec une agence, suivre une formation, prendre un deuxième avis ou est-ce que je suis prête à faire de la pub ou pas? » Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et puis, bon dîner. Il est midi chez moi, donc bon dîner. Et puis, on se revoit bientôt. Bye bye.